Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on a une équipe de personnes qui sont en fait des membres du comité para, et non seulement des membres du comité para, mais des membres du conseil d'administration du comité para. Ils vont se présenter. Mais en tout cas, juste avant qu'ils se présentent, le sujet du balado, ça va être un petit retour sur le REC, Rencontre de l'Esprit Critique 2022 à Toulouse, parce qu'en fait, tous les gens qui sont là y étaient. On était en force, au comité, dans l'équipe du comité para, on était pas mal de monde à faire différentes choses. Enfin, de toute façon, on va vous raconter ça. Alors, le premier, c'est Mathias. Tu peux dire un mot sur toi? Salut tout le monde. Donc oui, moi j'étais déjà passé une fois pour un épisode du Balado il y a un peu plus d'un an où avec Jean-Michel, on avait discuté d'un article qui avait été écrit par des anthroposophes pendant le premier confinement et qui essayait d'expliquer avec les théories de Steiner quelque chose par rapport au virus. Et j'avais fait un espèce de petit debunk, en tout cas sur les arguments employés par rapport à ça. Donc je ne sais plus quel épisode c'était, mais voilà. Sinon, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc je suis doctorant en microbiologie en dernière année et membre du bureau du comité para depuis maintenant 2 ans. Très bien. Et la personne suivante, c'est Ludovic. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Ludovic, je suis membre du comité para il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc, je suis aussi membre du conseil d'administration, mais je suis également membre de la Fédération sceptique francophone, la FIDES, où là, je suis vice-trésorier. Et donc voilà. Donc, moi, je suis, on va dire, informaticien, software architecte open source la journée, mais je connais aussi un certain nombre de sujets en fait, autour du scepticisme, notamment le New Age, parce que à titre personnel, je m'intéresse au massage. Et donc, c'est là où j'ai découvert en fait tout ce qui était chakra et ce genre de théorie. Et c'est notamment en cherchant des informations pour essayer de comprendre réellement ce qu'il y avait derrière que j'ai découvert le scepticisme il y a quelques années. Donc, voilà. Et avec la pandémie, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus à la communauté. Très bien. La nuit, donc. La nuit, voilà. Puisque le jour, tu es informaticien, la nuit, en dehors de tes 4 heures de sommeil. Voilà, c'est ça. C'est le comité para. Ouais, très bien. Ouais, pendant qu'il parlait, j'étais à revoir tes épisodes à Mathias. Donc, c'était l'épisode 466, c'est celui dont tu parlais là sur Steiner. Et en fait, il y a aussi l'épisode 462, c'était la conférence que tu as fait à Picopub sur les virus. Voilà, donc en fait, tu es déjà passé 2 fois sur le balado. Très bien. Et alors, Alice, vas-y. Eh ben, du coup, Alice Van Elden, je suis déjà passée aussi 3 fois, je crois, sur le balado, par rapport à de la physique quantique. Donc, ouais, ça, c'est vraiment mon domaine de spécialité, c'est la physique quantique. Et je suis aussi au CA du comité para, juste dans le CA, pas dans le bureau, voilà. Mais voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Je m'intéresse au scepticisme en journée aussi. Et je m'intéresse surtout, évidemment, tout ce qui touche aux usurpations de la physique quantique. Très bien. Ouais, donc, tu étais dans l'épisode 479 sur parapsychologie et physique quantique, l'épisode 480 sur non, vos chakras ne sont pas quantiques, 481, les photons rougissent-ils lorsqu'ils sont amoureux, et alors en guest star dans l'épisode 517 où c'était une interview de Jérémy Attard, tu étais là pour me donner un coup de main. Ah oui. Donc en fait, 4 épisodes. Waouh. Ouais, le temps passe. Voilà, comme ça, les gens ont une petite idée de qui on trouve au comité para, c'est sympa. Alors, on était au REC. Qu'est-ce que vous faisiez au REC? Ah oui, avant qu'on y ait, juste un petit mot quand même. En fait, ici, on a décidé de ne pas s'éterniser sur la shitstorm, etc., qui a eu lieu sur Twitter par la suite. Il y a eu différentes personnes du comité se sont exprimées à titre individuel sur le sujet sur les réseaux sociaux, si vous voulez voir ce qu'ils ont dit. Mais donc ici, on va se concentrer sur les aspects positifs du REC et ce qui nous a plu au REC. Donc voilà, ça va être un épisode positif. Mathias, qu'est-ce que tu as fait au REC, toi? Alors, donc moi j'y suis allé avec Alice au niveau du voyage. Pour la petite anecdote, on a eu un énorme retard à cause d'un train qui avait été arrêté en pleine voie. Donc nous, heureusement, on était à la gare de Bordeaux. On a passé 3 heures à la gare de Bordeaux, c'était sympa. Mais non, c'était appréciation globale vraiment excellente. Et comme tu as dit, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé après. Moi, j'ai envie vraiment de me focaliser sur le reste.
j'y allais avec énormément d'attentes. J'ai pas été déçu. La plupart des conférences et ateliers que j'ai pu voir, c'était très bien. J'ai une critique peut-être par rapport à un ou deux, mais sur la quinzaine que j'ai dû voir en 2 jours, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà pour l'appréciation générale. Ouais, tu as fait 15 conférences en 2 jours, ça c'est bien. Je Un peux truc pas comme dire ça. ça, ouais. Ouais, Peut-être que j'ai un peu exagéré. En tout cas, j'en ai fait plus que 10, ça c'est sûr. c'est sûr. Évidemment, comme moi, je donnais beaucoup de conférences et le problème des intervenants, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Moi, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux, et puis j'ai vu des morceaux d'autres, quoi. En gros, c'est deux et des petits morceaux, quoi. Ouais, Ludovic? Oui, moi de mon côté, j'étais principalement sur le stand donc, de la FIDES, la Fédération sceptique francophone, avec d'autres associations. Nous, on avait loué un logement à 10 avec le gros du bureau de la FIDES. Comme ça faisait un peu team building, euh, parce qu'on ne s'était jamais forcément tous rencontrés en même temps, donc c'était l'opportunité. Parce que forcément, le comité para, là, nous, on est tous sur Bruxelles, donc on se voit un peu plus souvent. Donc, niveau de conférences, j'ai pas fait énormément. Il y a quand même quelques conférences qui m'ont bien plu, notamment une sur le féminisme que j'ai bien aimé. Il y a eu d'autres conférences qui ont été intéressantes, notamment tout ce qui était autour de, forcément, mon domaine que j'aime bien, autour du New Age, et notamment Sohan Tricouard, qui a parlé de son retour d'expérience, qui est une ancienne naturopathe devenue sceptique, dont j'aime beaucoup le contenu. Et il y a en plus la méta-expérience que moi j'ai beaucoup aimée, donc faite par Elisabeth Fetty, le méta de choc, où c'est vrai que c'était assez particulier. Donc, vous ne verrez pas l'enregistrement. Et c'était une conférence où en fait Elisabeth a essayé de suivre le parcours des gens comment ils font pour tomber dans des croyances, comment ils font quelque part pour se radicaliser, on va dire, et comment ils peuvent aussi s'en sortir. Et donc, il y avait des petits morceaux de témoignages des différents podcasts de l'État de choc. Et c'était entrecoupé de témoignages de gens qui étaient dans la salle. Et c'est pour ça que c'est pas enregistré, pour que la parole soit vraiment libre. Et c'était vraiment très touchant, certains témoignages. Et pour moi, ça m'a permis vraiment de voir que l'action qu'on faisait en tant que sceptique avait quand même un impact sur le public qui n'interagit pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui peut prendre des décisions de vie importantes suite à nos connus. Donc, on a quand même une certaine responsabilité vis-à-vis de ce public. Voilà. Oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense que ça vaut la peine que tu dises un peu plus, un peu plus sur la FIDES, c'est quoi, en quoi ça consiste, c'était quoi le stand de la FIDES? Enfin, tu l'as mentionné, mais je ne suis pas sûr que tu as vraiment explicité ce que c'était. Oui, ok, pas de problème. Oui, donc le stand de la FIDES, en fait, la FIDES, c'est une association qui vient de se créer où le but du jeu, c'est regrouper, donc pour l'instant, 9 associations sceptiques, dont notamment le comité para, et où on essaie d'être un canal de communication entre les différentes associations et pouvoir faire des actions ensemble, ou en tout cas avoir un système de synchronisation en interne pour travailler tous ensemble. Donc voilà, et c'est une fédération où le bureau a peu de pouvoir et c'est vraiment les associations qui décident des actions. Donc voilà, par contre, c'est tout neuf. Donc pour l'instant, c'est plus, il y a la peinture encore fraîche. Donc c'est plus la mise en place de l'association en elle-même pour l'instant. Voilà. Je pense que ce qui peut être intéressant à préciser aussi, c'est que cette fédération, elle est basée sur une charte avec des valeurs et des convictions qui sont clairement explicitées et qu'on assume que ça a une valeur politique derrière ce qu'on fait. Donc, cette charte est transparente et accessible à quiconque voudrait bien la trouver sur le site de la FIDES, je suppose. Donc, je pense que c'était important à dire aussi parce que l'idée, c'est que les personnes et les associations qui fassent partie de cette charte soit en accord avec, de cette fédération, soit en accord avec cette charte. Et ça suppose aussi qu'il faut respecter, même si, encore une fois, ça reste, il n'y a pas de règles très précises, mais disons que si il venait y avoir des actions ou des comportements qui vont à l'encontre de la charte, ça pourrait faire l'objet de discussions et voilà. Je pense que c'est important de préciser ça. Oui, tout à fait, tout à fait. La charte est quelque chose. Je recommande à tous les sceptiques de la lire une fois. Ça permet de poser certaines bases par rapport au scepticisme. Il y a certaines définitions aussi. Elle est loin d'être parfaite. On a reçu des remarques de différentes associations qui voudraient peut-être nous rejoindre. Et donc, il y a une nouvelle version qui va sortir cette année. Je ne sais pas encore exactement quand. Normalement, dans pas très très longtemps. Qui doit être votée encore par les membres du CA.
Et donc, c'est pour dire que c'est pas un texte rigide, mais on essaie justement de s'adapter par rapport aux remarques des uns et des autres, tout en essayant d'être le plus inclusif possible. Et donc voilà, donc il y a pas non plus une notion d'exclure des gens, mais il y a quand même, on va dire, des comportements et une manière surtout de faire en termes de sceptique. Ben voilà, tous les fonctionnements type pensée complotiste, ben forcément, on n'aime pas trop ça la Fidesz. Voilà. Ouais, très bien. Ouais, c'était très clair. À toi, Alice. D'ailleurs, je me disais, pour donner une idée de la taille du REC aux gens qui ne sont pas encore allés, on ne s'est pas vu à la Fidesz, la Fidesz, au REC, mais je ne t'ai pas vu au stand de la Fidesz, parce que c'est généralement au stand de la Fidesz que je voyais Ludovic ou Mathias. Quoique, Ludovic, je t'ai croisé une fois, tu m'as fourgué un badge du comité para. En fait, c'était incroyable. C'est tellement grand, la REC. Il y a plein de gens que je me suis dit, mais en fait, je ne les ai pas vus après l'événement, quoi, parce qu'on est tous dans nos petites conférences, etc. Enfin, c'est grand, Ouais, le c'est REC. Hein. incroyable. Il y avait 3 conférences en même temps. Moi, j'ai pas arrêté de suivre. En fait, j'ai pas fait une seconde au stand parce que j'ai pas arrêté de suivre des conférences tout le temps. C'était hyper intéressant. C'était des choix cornéliens chaque fois parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas compatibles et tout. Non, c'était vraiment trop bien. Bah, d'ailleurs, la conférence sur le féminisme, je ne l'ai pas suivie. Je sais plus ce que je suivais en même temps, mais ouais, donc j'étais pas là. Mais moi, les confs qui m'ont le plus intéressé et marqué, c'est celle de Vici Saxo sur enfin donc de Horizon Gull, sur le biais du monde juste et ouais, sur les stratégies en fait qu'on utilise pour se défendre quand on est témoin d'une injustice, et notamment le fait que ça passe souvent par le fait de considérer qu'il y a une responsabilité de la part des victimes, et qu'en fait c'est parce que le monde est juste, donc si ces gens sont victimes, c'est qu'il doit y avoir une certaine responsabilité. Voilà, c'était intéressant. Ouais, c'était vraiment genre, j'ai vraiment envie de prendre en compte cette idée-là dans ma vie en général, quoi. Faire un peu gaffe à ça. Et sinon, j'ai aussi beaucoup aimé la table ronde sur les tests de personnalité et les formations, les trucs comme ça dans le monde de l'entreprise. Et le fait qu'en fait, ça fait souvent, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que souvent, ça fait reposer la responsabilité des malfonctionnements de l'entreprise sur les individus plutôt que sur le système. Donc, c'est parce que tu as telle personnalité, tu n'es pas adapté à telle fonction, machin. Et en fait, ces tests de personnalité sont du bullshit. Donc, voilà. Bon, par contre, c'est vrai que Elisabeth Feitit, qui était là, elle n'y va pas de main morte. Donc, quand elle dit ça, c'est du bullshit, ça, c'est du bullshit, c'est du bullshit, s'il y a des croyants dans la salle, ça doit faire mal. Donc, voilà, moi, j'avais pas trop de. Enfin, genre, je savais déjà pas mal de trucs là-dedans. Enfin, je savais déjà que le MBTI, par exemple, peut-être parmi du MBTI, ce n'est pas. Alors, son plus gros défaut, c'est que si tu le refais plusieurs fois, ça te donne une autre personnalité. Enfin, surtout basé sur la. Comment s'appelle déjà ce truc qui fait que quand tu lis un horoscope, tu te reconnais dedans? Effet Barnum. L'effet Barnum, voilà, c'est ça. C'est surtout basé sur l'effet Barnum. Et en fait, tu peux donner au hasard des descriptions de toutes les personnalités à chacun. Les gens vont se reconnaître dedans, quoi. Surtout parce que 75% du truc, c'est positif. Donc, tu vas toujours te dire, ah oui, c'est bien, moi je suis comme ça, machin. Bref, et donc, voilà, ça c'était intéressant aussi. Et alors, ce que j'ai préféré en termes d'ambiance, et plutôt que d'intérêt, enfin c'était aussi intéressant, mais c'était plus au niveau ambiance, contact humain, c'était le stand des dubitaristes. Moi il y avait 2 groupes. Moi j'étais dans le groupe qui s'occupait c'était l'atelier petite histoire, grande histoire. Et donc l'idée c'était qu'on venait avec des petits papiers où on avait noté des événements historiques, vraiment de la grande histoire qui avaient influencé notre arrivée dans le scepticisme, et aussi des événements personnels. Et puis on en discutait et c'est parti sur plein de discussions. On voulait plus s'arrêter, et c'était tellement, c'était tellement chouette, c'était tellement personnel et bienveillant et tout. Je me suis vraiment dit, c'est trop chouette qu'il y ait aussi des ateliers comme ça dans les REC, quoi. Donc, ouais, encore merci à eux pour cette organisation, pour avoir pensé à organiser ça. Et apparemment, c'est ce genre de truc, de faire une frise avec des éléments comme ça, d'où ça vient. C'est une technique d'éducation populaire
Et donc, ouais, je trouve ça bien aussi d'introduire des techniques d'éducation populaire. En fait, c'est super riche. Il y a plein de trucs à en retirer dans notre pratique de scepticisme, quoi. Et toi, Jean-Michel, ton retour? Oui, bah oui. Moi, je suis allé en avion, par contre, pour des raisons professionnelles, parce que je travaille la veille au soir jusqu'à 9 h du soir. Et du coup, le jour où j'interviens, je dois prendre l'avion le matin et tracer, quoi. C'est un peu. J'atterris et je dois directement courir. C'est assez intense, mais bon, voilà, c'est mieux que de ne pas aller, je pense. En tout cas, j'ai pas eu les problèmes que Mathias et Alice, vous avez eu. En fait, je demandais à beaucoup de gens comment s'est passé votre trajet. En fait, j'étais la seule personne à qui le trajet s'est passé sans problème. C'est pas grave, on était un train entier avec plein de gens qui se rendaient au REC et on s'est rencontrés à ce moment-là et on a pu discuter, donc c'était quand même une chouette expérience rien que pour ça. Ouais, c'était rigolo. Ouais. Enfin, moi, j'ai pu constater que en arrivant en France, le pass sanitaire et tout ça, ils ne demandent plus. Maintenant, il n'y a plus rien. Tu passes. En fait, j'ai essayé de présenter mon pass sanitaire parce qu'il y avait un panneau présentez votre pass sanitaire. J'ai tendu mon pass et puis la personne m'a fait non, c'est bon, c'est pas. C'est l'état de la situation. Ouais, parce que je me demandais quand même, la fois précédente, quand j'étais allé au REC, il y avait beaucoup de mesures à cause du Covid. Donc, du coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre cette fois-ci. Ouais, moi, mon retour, bah, écoute, bon, il y a eu mes interventions, et puis alors, mais par contre, ce que j'ai été voir, moi, c'était tous les trucs liés au paranormal, vu que c'est ce qui m'intéresse. Et c'est aussi parce que l'organisateur, donc Willy, pour ne pas le nommer, enfin, non, mais nommons-le, il s'appelle Willy, hein, c'est pratiquement lui qui fait tout d'ailleurs. Enfin, le REC repose sur ses épaules, donc il fait un travail extraordinaire. Et on le remercie beaucoup, vraiment beaucoup pour cet événement. J'en profite. Hein, on le félicite surtout aussi d'avoir organisé tout ça tout seul. Je ne sais pas comment il a trouvé tous ces financements. Un tel lieu, c'était juste parfait, quoi. C'était hyper impressionnant. Sérieux, quand on est arrivé là, on s'est dit what. C'est vraiment impressionnant. Et à ma connaissance, on était, je crois, plus de 1000, 1100, 1200, quelque chose comme ça. En tout cas, on était plus de 1000, ça c'est sûr. Ah ouais? En même temps, ça ne m'étonne pas vu le nombre de confs. Parce que quand on arrive, donc il y a l'endroit où il y a les food trucks, puis on rentre dans le grand bâtiment, et alors là, il va y avoir latéralement et en face, enfin, aux étages, il y a des salles de conférence, et puis au rez-de-chaussée, dans le grand hall, là, et dans les salles attenantes, il y a des ateliers, parce que Alice a mentionné des ateliers, donc les gens qui ne sont jamais allés, il faut vous imaginer qu'il y a les conférences qui tournent en parallèle d'ateliers, hein. Et puis en plus, il y a la zone backstage pour les intervenants, où les intervenants ont l'occasion de discuter entre eux, donc ça c'est sympa. Oui, donc oui, sur le paranormal. Oui, donc avec Willy, en fait, il m'avait contacté pour savoir, parce que je lui avais fait la remarque un peu la dernière fois, je sais plus comment c'était, enfin, parce que je discutais beaucoup avec Willy, d'avoir un peu de paranormal dans tout ça. Et donc, il m'avait aussi demandé des gens, des anglophones, et comme je parle anglais, il m'avait demandé de contacter. Entre autres, pour un des panels que j'ai fait là sur le scepticisme dans le monde, il m'a demandé, tu connais des gens qui parlent anglais, qui pourraient en parler. Et donc, j'ai mobilisé, j'ai invité Ben Radford, enfin, j'ai contribué à inviter, plutôt, je devrais dire, Ben Radford, hein, qui a parlé du Chupacabra, qui était, enfin, évidemment, je connaissais parce que j'ai lu son livre, mais il est toujours super marrant, Ben Radford. Pour ceux qui ne connaissent pas, on en a parlé il y a probablement 10 ans sur le podcast, parce que son livre date de cette époque-là. Ben Radford a pratiquement totalement expliqué le mystère, entre guillemets, du Chupacabra, en montrant que le cas originel donc c'est un cryptide qui existe en Amérique latine. Il a montré ça ressemble à quoi? Alors, ça dépend de la période, c'est ça le problème. C'est pour ça que je ne me lançais pas dans une description. Mais au départ, dans les témoignages originels, c'était une sorte de gros lézard avec des pics sur le dos, comme ça, qui se tenait un peu sur deux pattes, si mes souvenirs sont bons. Et alors, par la suite, donc de toute façon, le chupacabra, en tout cas, maintenant, c'est connu plutôt comme quelque chose qui suce le sang de certains animaux. Et alors, ça peut ressembler, certaines des descriptions ressemblent à un canidé sans poils, quoi, des sortes et donc, parce qu'en fait, c'est des canidés sans poils, des animaux qui ont alors mange en anglais, qui ont des sortes de champignons comme ça qui leur fait perdre le poil. Et quand on n'arrive pas à les identifier, c'est comme si vous avez enfin, par exemple pour le Bigfoot, hein, moi je ne suis pas pour le Bigfoot, mais en tout cas, un exemple classique, c'est peut-être pas pour le chupacabra, mais si vous tombez sur un ours qui a attrapé un champignon qui lui a fait perdre tous ses poils,
il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils sont en face d'une créature extraterrestre parce que c'est un ours sans Ouais, ça doit poil, être trop bizarre. Ouais. ou un paresseux sans poil, imaginez. Enfin, il y a Déjà, des photos paresseux, sur c'est Internet. bizarre. Pour ceux qui De connaissent la base. série Supernatural, dans mon souvenir, il y a un chupacabra dans un des épisodes de la première saison. Et Ah cette ouais? série est très bien pour tous les monstres et autres trucs qui sont un peu dans le paranormal parce qu'il y a au moins un épisode qui traite d'un des monstres ou d'un des cryptides Ouais, dont Jean-Michel a déjà parlé. Donc, ouais, voilà. moi Et toi, tu sais te repérer. je l'avais découvert avant avec X-Files, hein. Le premier, je crois, à Ouais. l'international, c'est X-Files. Il y a un épisode d'X-Files, ça fait connaître le truc. Mais donc, ouais, enfin bref, pour faire court, une histoire assez longue, le témoignage originel d'une créature reptilienne comme ça, en fait, la première témoin, elle venait de se réveiller, donc ça fleure bon l'hallucination hypnagogique, hein, juste après le sommeil. Et en fait, elle avait vu le film Species, qui était un film de science-fiction à l'époque, où il y a une créature extraterrestre qui ressemble exactement à ce qu'elle décrit. Et il a même Ah ouais. réussi, enfin, même dans une interview, quand il lui parle, elle lui dit d'ailleurs, j'avais vu récemment le film Species, et d'ailleurs, la créature ressemblait à la créature. Bon, en gros, case closed, quoi, l'affaire est résolue. Et puis alors, j'ai été voir C'est cool comme Richard. enquête. Ah, c'est génial, c'est génial. C'est pour ça que je lui ai demandé de parler de ça, Mm. même si ça date d'il y a une dizaine d'années. Là, en France, si moi, enfin, c'est pas très connu, sauf si moi j'en parle, quoi. Mais, et alors, Richard Wiseman, là, sur la chance, là, les comportements chanceux, ça c'était aussi génial. Ça, par contre, c'est moi qui avais suggéré ce sujet-là, parce que ça m'intéressait, mais j'ai pas lu son bouquin, parce que bon, Richard Wiseman, ils sont tous tellement prolifiques que c'est difficile de suivre. Mais donc ça, c'est une étude qu'il a fait pendant 10 ans avec ses doctorants en psychologie, sur les gens qui se vivent comme chanceux versus les gens qui se vivent comme malchanceux. Et donc, on voit les comportements différents qu'ils ont. En fait, la chance, c'est une question de vision du monde qu'on a et de comment on interprète les événements. Enfin, il y avait des trucs super marrants. Par exemple, dans son équipe malchance, il y avait un mec qui avait gagné au loto, mais il se considérait comme extrêmement malchanceux parce que le jour où il a tapé les bons numéros, quelqu'un d'autre a tapé les bons numéros et ils ont dû se partager le prix en deux. Et donc, il était dans la catégorie malchance parce qu'il avait eu qu'un demi-million au lieu d'un million, quoi. et, et alors, il disait, mais ouais, j'ai vraiment pas de bol, quoi. Vraiment, je gagne au loto et voilà, c'est ça qui m'arrive. Ah, c'était super marrant, donc la chance. Et puis, j'ai été voir notre collègue du comité para, Richard, non, c'est Renaud Evrard, pardon, sur la parapsychologie. Voilà, où il disait. Bon, c'était une conférence, de toute façon, il va certainement essayer de publier un article là-dessus, mais sur. Voilà, donc, il l'avait intitulé Si le psy existait, ça se saurait. Et donc, bon, en fait, il ne parlait pas tellement des expériences de parapsychologie, mais plutôt des interactions entre les sceptiques et les parapsychologues dans le débat, comment les deux interagissent, quoi. Bon, voilà, et puis à la fin de la conférence de Renaud, il y a quand même quelqu'un qui a réagi un peu vertement, une personne un peu plus âgée qui disait, est-ce que vous êtes un croyant dans l'existence du psy? Le pauvre Renaud enfin voilà, il s'est fait un peu rentrer dedans à la fin, mais ça va. Alors, en plus, c'était marrant parce que la réaction de la plupart des gens, c'est que la réaction de ce sceptique-là, c'était assez. Justement, ça illustrait bien ce dont parlait Renaud dans sa conférence. C'était l'idée que j'avais eue, l'impression que j'ai eue aussi. Parce que, voilà. Enfin, la personne voulait tout directement le catégoriser, est-ce qu'il est un croyant ou pas. Enfin, voilà. Bref, c'est ce que moi j'ai fait en termes d'assister à des conférences. Et j'ai trouvé, ouais, forcément, enfin, je suis fan des différents intervenants, vu que, en fait, même Renaud, c'est moi qui l'ai invité, donc, enfin, qui ai dit, ah oui, il invite-le. C'est moi qui ai fait le pool paranormal du truc, et donc, c'est des gens que j'apprécie, et donc, j'étais très content de tout ça, quoi. Ouais, je sais pas, Mathias, est-ce que tu as des choses encore que tu aimerais rajouter? Ouais, alors je ne vais pas revenir en détail dans chacune des conférences que j'ai fait, mais il y en a, si je peux en citer deux vraiment très bien et deux où j'aurais plus de critiques, par exemple, pour donner un peu une idée plus globale. Donc, celle sur le féminisme, qui était en plus une des toutes premières, c'était à 10h moins le quart le premier jour. Donc, c'était une table ronde avec donc Charlotte Barbier qu'on a reçu pour un Sceptique au Pub en janvier dernier, là, un des tout derniers épisodes du Balado. Avec donc Irène qui tient je ne sais plus si c'est une chaîne, en tout cas elle a un compte aussi Insta et Twitter qui s'appelle La Nébuleuse. Et la troisième, c'était Pauline, je ne sais plus son nom de famille. Et donc, c'était pour un peu discuter non seulement du féminisme de façon globale, mais surtout comment en parler dans un cadre plus sceptique. Et je pense que ce qui était super, c'était que déjà la salle était comble,
que la journaliste qui était là pour animer la table ronde arrivait à faire enchaîner les idées de façon assez logique et que l'idée, c'était vraiment de ressortir, maintenant qu'on sait tout ce qui circule dans les réseaux militants déjà, qu'est-ce que nous, en tant que sceptiques, on peut apporter de plus là-dedans. Et donc, voilà, une fois que la table ronde sortira et qu'elle sera diffusée, je conseille aux personnes intéressées d'aller voir ça parce que il y a pas de jugement, il n'y a pas d'attaque ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus dans l'explicitation de plusieurs définitions et de plusieurs notions et encore une fois, comment aborder ça dans le scepticisme. Ensuite, une autre que je voulais mettre en lumière, je vais passer juste 30 secondes dessus parce que Alice en a déjà parlé, c'était effectivement cette conférence sur la théorie de la croyance en un monde juste. Et je pense que c'est exactement le type de biais dans lesquels, y compris un bon sceptique, peut tomber sans s'en rendre compte parce que la façon dont elle explicitait ça à travers ses diapositives, ça faisait vraiment se rendre compte qu'il y a plein de situations qu'elle a évoquées qui sont, en tout cas pour moi, assez parlantes et pour d'autres personnes avec qui j'ai pu en discuter aussi. C'est le genre de biais dans lequel on peut tomber juste un jour à une occasion comme ça, mais parce que quelque part, ça permet de mieux expliquer certaines choses et qui nous arrivent de nous rassurer, quoi. Donc voilà, allez voir ça aussi quand ce sera diffusé. Et deux autres sur lesquels franchement, allez-y direct, c'est vraiment incroyable, c'est trop bien. Il faut vraiment deux autres sur lesquels je pourrais mettre une critique, il y en avait une, c'était sur effectivement cette idée de développement personnel en entreprise là, où il y avait notamment Elisabeth Fetty, entre autres, autour de la table ronde. Et effectivement, l'explicitation des tests MBTI, de leurs dangers, ce genre de trucs, j'ai trouvé ça intéressant. Et le côté un peu plus, on critique, on rentre dans le lard, on dit c'est du bullshit, ou on parle à un moment de psychanalyse, et on dit d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une pseudoscience, point barre, alors que c'est un sujet qui, je pense, est débattable, parce que la psychologie, la psychanalyse, c'est un champ très large, et je pense que il y a des trucs qui ne sont pas jetés non plus dedans, donc ça c'est un autre débat, mais voilà. Et l'autre. Il y a un très bon, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a un très chouette épisode qui a été fait par Titi Mitl. Enfin, il fait des conversations comme ça où il invite des gens. Il y en a un sur la psychanalyse qui est aussi avec Psycho Quack, qui est très chouette, qui est vraiment un autre youtubeur qui parle de psychologie. Et ce que j'en ai retenu en gros, c'est que la psychanalyse, elle est utilisée par certains psys d'une façon très utile. Enfin, ils récupèrent en fait ce qui les intéresse dedans. Et du coup, ça peut être quand même vachement intéressant. Pas tout, quoi. Et l'autre qui m'a un petit peu déçu, alors que j'en attendais beaucoup en tant que doctorant scientifique, c'était sur comment lire des publications scientifiques. Et globalement, c'était quand même assez bien vulgarisé parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans la salle qui n'ont pas l'habitude de lire des articles scientifiques. Et donc, c'était pour expliquer un peu, si vous devez checker une publication sur tel sujet, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité? Alors, déjà, est-ce que c'est un bon journal ou pas? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une revue prédatrice ou c'est des revues scientifiques dans lesquelles, en gros, vous payez à peine 50 €, ils lisent pas vraiment ce que vous avez écrit et ils vous publient tout de suite, mais ça n'a pas de valeur scientifique parce qu'il n'y a même pas de peer review derrière. Et c'est comme ça, notamment, que pendant la pandémie, il y a un groupe dont faisait partie ceux qui faisaient la conférence d'ailleurs, qui a créé un article sur le lien entre le Covid-19, la chloroquine et les trottinettes électriques. C'est très drôle. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ça a été traduit en français. C'était assez rigolo. Mais là où j'ai une critique à mettre par rapport à ça, c'était que je trouve ça dommage d'avoir critiqué les revues prédatrices et les personnes qui font, entre guillemets, de la mauvaise science, comme un certain Didier Raoult, pour ne pas le citer, parce que les 3/4 de la conférence, ils n'ont pas arrêté de lui envoyer des scuds. Alors, j'ai compris qu'ils avaient quelques problèmes personnels avec lui. Bon, c'est leur histoire. Mais ça a un peu occulté le fait qu'à côté, ils aient oublié de critiquer aussi, je pense, le fonctionnement interne de la science et des publications scientifiques aujourd'hui, qui, à mon sens, est quand même hautement critiquable parce que le fait que les revues soient très chères pour publier dedans, que si on veut publier en open access, donc pour que les gens n'aient pas à payer pour lire l'article, ce soit encore plus cher que ça. Le fait que le peer review, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients et parfois ça occulte le fait qu'il y ait des nouvelles idées qui puissent sortir.
le fait que la plupart des résultats qui sont publiés, ce soient des résultats positifs, alors que la science, c'est chercher, et si on ne trouve pas, c'est aussi un résultat, et il faut le publier, c'est important. Et moi, en tant que doctorant qui galère et qui s'apprête à peine maintenant à soumettre son premier article scientifique, alors que je suis en dernière année de thèse, je sais ce que c'est. Donc voilà, j'ai un peu regretté qu'ils n'aient pas aussi critiqué le système de publication en lui-même, parce que ça donnait un peu l'impression que malgré tout, c'est la science et le système des publications qui fait sa loi par rapport au reste. Il ne faudrait pas que les gens s'imaginent que c'est quand même la panacée et qu'il n'y a pas de biais inhérents qui font que même si la science continue à progresser, elle pourrait progresser mieux si on s'attaquait à ce genre de problème. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Ouais, très bien, très bien. Ouais, Ludovic, toi, tu étais aussi comme moi au premier REC. Qu'est-ce que tu as observé comme différence entre le premier et le deuxième en termes d'organisation, etc.? Bah, écoute, déjà que il y avait beaucoup plus de diversité, et ce qui est tout à fait normal parce que le premier REC, bah, c'était un premier essai, donc c'est normal en plus, Willy à cette époque-là n'était pas encore connu dans la communauté sceptique, moi ça m'a pas choqué. Et voilà, moi-même j'organise des gros événements dans l'open source. Un des plus gros événements auxquels je participe, il y a plus de 10 000 personnes, donc je sais comment ça peut se passer en backstage. Donc, non, moi, je suis vraiment très impressionné par la mise en œuvre et ce second-là. Et oui, il y a plus de diversité, il y avait plus de gens. Euh, il y a aussi le fait qu'il y a quand même deux, trois conférences que je voulais mettre aussi en avant, notamment tout ce qui est maintenant des nouveaux sujets, on va dire, quelque part. Notamment, il y a une conférence, par exemple, tout ce qui était finesse ou alimentation. Mais il y avait également, et ça, je vous recommande de regarder si le sujet vous intéresse, autour du droit. Il y avait vraiment quelques conférences très intéressantes autour du droit, et notamment le dimanche matin, une simulation de procès contre un chirurgien. Il fallait évaluer si le chirurgien avait fait une erreur ou pas. Et ça permet vraiment comment dire, de se rendre compte à quel point ça peut être difficile d'être juré, et en tout cas prendre du recul par rapport au titre qu'on a dans la presse, qui sont un peu forcément faire réagir le lecteur. Mais quand on creuse dans les détails, on se rend compte que des décisions qui parfois peuvent paraître irréalistes, enfin, euh, on est surpris par le résultat. Quand on a les détails du jugement, on se pose, oui, on comprend que les gens réagissent comme ça. Voilà. Et en termes de critique, oui, on reste tous avec des limites cognitives. Donc, des fois, il y a des propos, on va dire, un peu directs, surtout des fois de l'humour un peu en mode private joke. Donc, oui, je dirais que c'est plutôt la quantité. Et je voulais quand même rebondir par rapport à la psychanalyse. Je ne suis pas spécialiste du tout du sujet, mais néanmoins, moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui a été important il y a longtemps pour le monde psy, de ce que j'en comprends, mais qu'après, il y a quand même un gros, tout n'est pas acheté, mais il y a quand même des gros ménages à faire, notamment tout ce qui est autour des genres et de la sexualité, où il y a quand même des choses qu'a dit Freud, enfin, voilà, qui en tout cas, moi, à mon niveau, ne passent pas. Donc, voilà. Après, je ne connais pas du tout le sujet, donc voilà. Donc, si vous le connaissez mieux. Voilà. Et après, il y a une conférence là-dessus, sur la psychanalyse. Donc, moi, je ne suis pas allé. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés ici. C'était avec Jacques Van Rillard. Alors, moi, je pense. j'ai oui, parce que je ne sais pas exactement quand, mais j'ai fait quelques rushs vidéo et audio pendant le REC aussi pour avoir un peu des retours de plusieurs personnes, des intervenants, mais pas que. Et j'avais une amie qui était là-bas en tant que spectatrice et qui ne fait pas du tout partie de la communauté sceptique, mais comme elle est psychologue, ça l'intéressait, cette conférence-là sur la psychanalyse. Et ce n'est pas un retour très positif qu'elle m'en a fait. Elle a essayé justement à la fin de poser des questions par rapport à certaines problématiques qu'elle avait soulevées et les réponses ont été un peu évasives. Et donc, son témoignage sera dans ce que je sortirai, mais c'était pour souligner, pour en avoir depuis discuté avec une autre amie qui, elle, fait ses études de psychologie à l'ULB, que je pense que la psychanalyse, alors en France, je ne sais pas, mais je sais qu'en Belgique, la façon dont elle est enseignée à l'université, j'ai l'impression que on garde, entre guillemets, que ce qui pourrait être gardé et que on ne considère pas Lacan ou Freud
la panacée et comme il faut prendre absolument tout ce qu'ils ont dit au pied de la lettre et que c'est ça qu'il faut garder. Donc voilà. J'ai l'impression que dans la tête de beaucoup de personnes, dans le mouvement sceptique, la psychanalyse, c'est Freud et Lacan et donc poubelle, alors que j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça. Voilà, j'en dirai pas plus moi non plus parce que je ne me suis pas assez penché sur le sujet, mais voilà. Ah, non, mais tu as raison, je pense que ça dépend, on va dire, la version ou la mise à jour. Parce que moi, j'ai déjà discuté avec des psychanalystes version freudienne qui s'en revendiqué avec la vision de Freud. Et oui, je pense que c'est au 22e siècle, c'est plus trop, 21e, pardon, c'est plus trop adapté pour moi. Bah, c'est clair que, enfin bon, moi je suis dans la fac de psycho, hein, mais les positions classiques des sceptiques sur la psychanalyse, telles que avancées par Jacques Van Rillard, je veux dire, elles font loin de faire consensus. Hein. C'est pas, tout le monde ne me regarde pas. Enfin, je peux pas dire que tous les gens que je rencontre parmi les profs d'UNIF à qui je parle, ils soient tous là super fans de Jacques Van Rillard, loin de là, quoi, on va le dire comme ça. Donc c'est pas étonnant que parmi les psychologues aussi, même en dehors de l'UNIF, mais des gens formés à l'UNIF, il y a des opinions divergentes. Enfin bon, c'est toujours les sceptiques peuvent avoir l'impression que l'opinion qu'on entend chez les sceptiques sur la psychanalyse est une sorte d'opinion consensuelle, etc., alors qu'en réalité, c'est une opinion assez minoritaire, hein, je pense, même sur les bancs de la fac, hein, mais sur la psychanalyse. Mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire un débat sur la psychanalyse non plus. Oui, c'est marrant que ça ait dévié sur ce sujet-là, mais bon. Ouais, bah, en tout cas, moi, je pense qu'on a bien couvert pas mal de choses. Alice, tu as encore des choses à nous raconter? Ben, en fait, j'avais pris quelques notes. En fait, j'ai pris plein de notes, mais il y avait quelques petits points où je m'étais dit, ah, ça vaut la peine de le mentionner. Juste, voilà, des petites notes au vol que je voudrais dire. Il y avait une conf sur les hauts QI. Et en fait, c'est assez intéressant il y a pas mal de trucs à dire en scepticisme sur les hauts QI parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que les gens qui ont un haut QI ont plein de problèmes, qui sont plus malheureux, qui vont moins bien mentalement et tout ça. Et en fait, c'est intéressant de voir que c'est pas du tout vrai. Il y a plusieurs explications à ça. Ça vaut la peine d'aller voir cette conf aussi pour voir comment on explique ces stéréotypes qu'on a. Moi, ça je savais déjà par contre, mais ce que j'ai appris, c'est notamment qu'il y a une anticorrélation entre le haut QI et les troubles de l'attention avec hyperactivité. On a l'impression qu'il y a souvent ça, des enfants TDAH qui sont brillants, mais en fait ils ont un trouble de l'attention, machin. Mais en fait, non, c'est plutôt rare. Et par contre, il y a une corrélation avec la myopie. Ça, je trouve trop drôle. Ouais, mais c'est sans doute à cause du temps passé à lire, en fait. Parce qu'on sait que... Voilà. Sinon, rien à voir, mais par rapport aux fake news, un truc qui m'a fait réfléchir, c'est de dire, en fait, on se rend pas bien compte à quel point ça empoisonne les conversations, parce que même si on ne croit pas à la Terre plate, on discute de la Terre plate avec tout le monde, etc. Et donc, en attendant, on en parle, et donc au final, on parle de ça au lieu de parler d'autre chose. Donc, peut-être qu'en fait, on devrait juste ignorer tous ces trucs-là et arrêter d'en parler. Je sais pas, c'est quelque chose que je me demande, quoi. Est-ce qu'on va vraiment continuer à en parler ou est-ce qu'on doit résister par le fait de volontairement ignorer? Sinon, un autre point que j'avais noté, c'est plutôt que de parler d'être rationnel, plutôt encourager à être raisonnable. Comme ça, on sort du cadre de la pensée scientifique et en plus, donc ça devient plus ouvert, quoi. Et il y a moins de connotations qu'une seule réponse est correcte pour des cas où il y a peut-être plusieurs opinions correctes, etc. Donc, ouais, raisonnable plutôt que rationnel. Et donc, déraisonnable plutôt que irrationnel. Et alors, un dernier truc que j'avais noté, c'est rigolo, c'est l'anesthésie experte. En fait, si on prend des étudiants et qu'on leur fait lire des textes avec des explications d'un phénomène un peu difficile à comprendre, et qu'en fait on leur fait lire des textes de plus en plus expliqués, il y a un seuil où ils vont se rendre compte qu'en fait ils n'avaient pas compris, ils n'ont pas compris le phénomène. Et en fait c'est parce que, alors qu'au début ils pensaient qu'ils avaient compris. Et en fait c'est parce que il y a cette espèce d'anesthésie où quand c'est un sujet d'expertise et qu'on est soi-même dans le domaine, on pense qu'on a compris à première vue, et en fait on s'en rend pas compte tant qu'on n'essaie pas d'expliquer vraiment en détail, quoi. Et donc ouais, ça c'est un truc contre lequel moi j'essaie de lutter. Ouais. Si je peux rebondir
si je peux rebondir sur le point que tu as évoqué par rapport à est-ce qu'on ne devrait pas arrêter d'en parler, c'est intéressant. Après, je pense que là, Jean-Michel sera d'accord avec moi. Je pense que tu pourrais sortir cet argument aussi, tout aussi bien pour tout ce qui a trait au paranormal. Du coup, on dirait à quoi ça sert de parler du paranormal? A priori, on sait que ça n'existe pas. Moi, je pense que la motivation qui serait de dire qu'on doit continuer à aborder ce genre de sujet comme la Terre plate, c'est si jamais ça peut faire avancer la réflexion sur quelque chose de plus global ou quelque chose qui a trait à ça, un peu comme au GEPAN, en France, qui étudie les phénomènes ovni et affiliés. L'idée, c'est d'essayer, ça permet à chaque fois de comprendre des phénomènes bizarres ou inexpliqués, en gardant toujours à l'esprit que ça pourrait tout aussi bien être enfin une preuve extraterrestre. Mais en général, on n'arrive pas à cette conclusion. Mais le cheminement qui a permis d'arriver à l'explication finale, parfois, ça peut être aussi intéressant parce que ça nous fait apprendre des trucs tout simplement. Et je pense que c'est une motivation tout à fait suffisante pour pouvoir continuer à en parler. Ouais, mais justement, c'est un bon. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, toi, parce que moi, j'ai plus parlé. Ok. Moi, c'était juste pour dire, peut-être que c'est la quantité, c'est-à-dire qu'on peut en parler, mais que ça n'occupe pas tout l'espace tout le temps, et essayer plutôt de parler. Ça peut être un bon départ pour après amener notamment le locuteur à faire la promotion du scepticisme, justement, et parler de choses qui nous intéressent. Vas-y, Alice. Ouais, je voulais dire aussi que c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que justement, les ovnis, c'est un cas où quand on en parle, les gens voient des ovnis. Enfin, genre quand on en parle à la radio, il y a des vagues d'ovnis, enfin d'observations d'ovnis après. Donc on pourrait se dire justement, en fait, si on n'en parlait pas à la radio, les gens ne verraient pas d'ovnis. Mais voilà. Après, je pense que ça dépend aussi des sujets et que il y a des sujets qui vont empoisonner le débat public et il y a des sujets qui vont pas. Enfin, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu aussi, c'est que la plupart des fake news sont partagées par des gens qui y croient pas. Et en fait, les gens partagent en disant, et regardez, enfin, soit en critiquant, soit en disant, ah, regardez, c'est rigolo, enfin, en se moquant ou quoi. Mais du coup, en fait, en vrai, le noyau dur de gens qui croient vraiment, c'est très, très peu. Oui, pour revenir sur les OQI, là, la douance, etc. En fait, il y a très très longtemps maintenant, mon collaborateur sur scepticisme scientifique, c'était Nicolas Gauvry, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Celui au REC, c'est Franck Ramu, je pense, qui a fait cette conférence-là aussi, qui était aussi avec celle... si je ne me trompe pas, je pense que c'est bien lui, parce que je ne connais pas le programme par cœur. Mais... Je suis désolée, je suis très nulle avec les noms. Donc, Oui, non, en plus, c'est des gens que je suis depuis des années, donc je pense que c'est bien lui. Enfin, si je me trompe, quelqu'un me corrigera dans les commentaires de l'épisode. Mais... Donc, Franck Ramu, il était là pour parler en fait des OQI, et puis il a aussi rejoint Jacques Van-Rillard dans la conférence sur la psychanalyse, puisque c'est aussi... voilà. Mais... Oui, enfin voilà, Nicolas Gauvry, il avait fait pas mal d'épisodes du Balado, mais donc c'est des épisodes très très loin dans la timeline maintenant. Et à l'heure actuelle, en fait, c'est vrai qu'il s'est, je pense, en fait, il a quitté le Balado quand Jérémy l'a rejoint, donc plus ou moins à la période. Hein. Donc si vous n'étiez pas là avant que Jérémy n'arrive, vous n'avez pas entendu Nicolas Gauvry. Mais à l'époque, il faisait pas beaucoup d'épisodes. Et maintenant, en fait, c'est vrai qu'il est parti et puis il a un peu, comment dire, il s'est un peu éloigné de la communauté sceptique pour se concentrer pour devenir un peu un spécialiste du OQI et surtout des mauvaises idées que les gens ont sur le sujet. C'est vrai que c'est assez fascinant. L'idée que si on serait, qu'on aurait un OQI, on aurait tendance à être plus malheureux à l'école, etc. Alors qu'en réalité, toutes les études montrent que c'est plutôt l'inverse. Si on est plus intelligent, on réussit mieux à l'école. Et donc, en fait, c'est parce que ça se base surtout sur des témoignages. En fait, il y a des psychothérapeutes qui voient des OQI en souffrance à l'école, mais c'est un biais du survivant. C'est-à-dire que les gens qui vont voir un psychothérapeute, c'est parce qu'ils sont en souffrance et donc ils ne voient pas tous les OQI qui vont super bien, en fait, parce qu'ils ont un OQI et qui n'ont pas de problème à l'école. Enfin, voilà. On est en train de brasser plein de sujets, mais finalement, c'est bien. C'est une façon de dire aux gens, vous voulez entendre plus sur tous ces sujets, allez au REC. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a des connexions entre les sujets parce que le gars sur les QI disait que c'est probablement aussi à cause du biais du monde juste qu'on a l'impression que les gens au QI sont malheureux. Parce qu'on se dit, ce gars,
il est super intelligent, il réussit bien, il a plus d'argent, oui, parce qu'en général, les OQI ont des métiers qui ils gagnent plus. Donc forcément, il doit être malheureux, quoi. Il doit y avoir un truc qui va pas dans sa vie, quoi. Je pense qu'une autre chose qui pourrait éventuellement motiver les gens de venir au REC, c'est que je pense que le fait que ce soit un événement sceptique qui soit public et qui ne soit pas seulement dans le cadre de la communauté sceptique, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de discuter avec des gens dans le grand hall, par exemple. Ah ben tiens, bonjour, est-ce que vous faites partie de la communauté sceptique à la base? Non, pas du tout. Ah, vous êtes venu là parce que c'était gratuit, parce que vous étiez curieux, curieuse et tout. Et c'est aussi ce type de personnes et le retour qu'on peut avoir de leur part qui peut, je pense, nous faire nous interroger sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on fait déjà pour peut-être se faire mieux voir et toucher un plus grand public en dehors de la communauté, parce que je pense que la vision que les gens du grand public ont de la communauté sceptique, je ne veux pas du tout faire de généralité, mais le peu de retour d'expérience que j'ai pu en avoir, c'était soit ils ne connaissent pas grand-chose, soit ils connaissent que deux, trois producteurs de contenu, comme la Tronchambier qui a beaucoup d'abonnés, mais la communauté sceptique, ça, évidemment, ça ne se réduit pas à ça, et donc c'est aussi en essayant de toucher un peu plus des personnes comme ça, je pense que la communauté pourra progresser. Et donc, on se demandait, par exemple, avec d'autres personnes, est-ce qu'on ne devrait pas faire des niveaux de conférences différents, donc faire des trucs, par exemple, très, très vulgarisés, et puis d'autres où on dit, ah, celle-là, n'y assistez que si vous avez déjà un peu un minimum de connaissances dans tel et tel et tel sujet, pour pouvoir creuser un peu plus profondément, par exemple. Le fait que pour ces REC-ci, il y ait eu plus de personnes qui soient académiques, spécialistes, scientifiques de certains sujets, je pense que c'était un plus aussi, pour pas dire qu'on n'invite que des producteurs, productrices de contenu, même si je me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je pense que c'est très important qu'il y en ait, mais je pense que c'est important qu'il y ait d'autres personnes aussi. Pourquoi pas essayer de faire venir à l'avenir aussi peut-être plus de journalistes ou de journalistes scientifiques aussi, je pense que ça peut être intéressant. Et, et voilà, et je peux souligner aussi le fait que par rapport au premier REC, si j'ai bien compris, là, il y avait un peu plus de diversité, non seulement dans les thèmes et les contenus abordés, mais aussi, par exemple, j'ai assisté à une espèce de conférence de spectacle sur les religions, qui était donnée par deux personnes, et la deuxième personne, à un moment, a fait une intervention sur un horoscope, mais une parodie d'horoscope, et donc chaque personne du public disait son signe astrologique jusqu'à ce qu'on ait fait les 12, et à chaque fois, elle faisait une prédiction par rapport à ça, mais qui se voulait humoristique. Par exemple, je donne un exemple tout bête, c'était Verseau, votre signe, il a un nom très bizarre, normalement il n'existe pas, donc faites-nous plaisir et changez de signe. Enfin, c'est que des trucs idiots comme ça, mais c'était pour rigoler, et ça, je trouve que ça avait bien marché. Donc, je pense qu'en essayant de diversifier la façon aussi qu'on a de communiquer en dehors des conférences et tables rondes, ça peut aussi toucher un peu plus de public et intéresser plus de gens. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours difficile à expliquer pour ce genre d'événement, mais évidemment, ce n'est pas seulement les conférences et les ateliers, mais c'est aussi juste les rencontres qu'on fait, les discussions qu'on a, le nombre de personnes avec qui je discute, les gens qui viennent me parler de Zach et Zoé. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler de Zach et Zoé, qui me donnent des retours d'expérience, comment ça se passe quand ils le lisent avec leurs enfants, etc. C'est vraiment très gai. Ou alors des enfants aussi, enfin, ils sont avec leurs parents et ils viennent me voir en disant qu'ils ont lu le livre. C'est toujours très chouette. Oui, enfin, de toute façon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y avait un truc que je voulais dire, mais maintenant, ça m'échappe. J'ai perdu mon idée. Moi, j'aurais une question pour Ludovic. Ce serait Ludo, toi qui étais principalement au stand, du coup, quel retour tu peux nous faire de la part des gens qui sont venus te voir et si tu en as aussi de la part de personnes qui ne sont pas dans le scepticisme à la base, par exemple, je pense que ça peut être intéressant aussi. Écoute, je crois que tu lis dans mon esprit, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Non, non. Oui, alors au niveau du stand, oui, justement, c'était très intéressant parce que il y avait en fait beaucoup de gens qui se posaient des questions. Il y avait pas mal de débutants dans le scepticisme et qui cherchaient parfois, assez souvent une espèce de parcours d'apprentissage, en tout cas, quelles ressources aller chercher, qui suivre, qu'est-ce qu'il faut faire attention, parfois comment devenir un peu plus militant. J'ai eu un certain nombre de questions sur aussi par rapport aux relations sociales, parce que quand on devient sceptique, notre entourage ne devient pas sceptique. Donc, comment on fait pour rester zen? Donc, voilà. J'ai eu comme ça d'ailleurs quelques discussions parce que forcément, vu que moi, via le massage, je suis encore en contact avec des gens qui sont vraiment dans le New Age et que depuis la pandémie, maintenant j'ai dit vraiment officiellement sur Internet que je faisais partie de la communauté sceptique.
Ben oui, il y a des gens qui me demandent mais comment je fais pour quand même rester en guillemets, au milieu. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est important à garder aussi au quotidien, parce que le monde n'est pas sceptique. Peut-être qu'un jour il le deviendra, je ne sais pas. Mais pour l'instant, la majorité des gens ne s'intéressent pas spécialement ni au nuage, ni au scepticisme, ni à d'autres pratiques. Donc, oui. Donc, il y a une question aussi de quelque part de tolérance, jusqu'à quel point on peut faire la militance. Et j'ai une toute petite anecdote par rapport justement au New Age. Il y avait quelqu'un qui était dans le New Age au précédent REC. Enfin, il avait les bracelets, je ne sais pas si vous voyez, les bracelets avec les petits Les en pierres, là. bois. Ouais, ou les Ah, pieds, en non, bois, ouais. en bois. Ça, c'est normalement, il y en a 7. Ça, c'est une des manières pour détecter un New Ager. Et lui venait en fait en mode quelque part pour essayer de nous convaincre qu'on était dans le faux et que lui avait raison avec sa spiritualité. J'avais eu une très très belle conversation avec lui. Donc voilà. Et c'est vrai que le gros challenge, parce qu'il y avait aussi des gens qui débarquent en fait quelque part, notamment à la spiritualité New Age, mais d'ailleurs. Et c'est vrai que ils ont parfois souvent du mal à trouver une place dans notre communauté parce que ben voilà, souvent on utilise du jargon. Il y a pas mal de gens, il y a encore une majorité de gens qui ont fait des études principalement scientifiques. Et il y a parfois de l'élitisme et du mépris par rapport à ces gens-là. Et d'ailleurs, souvent, ces gens ont envie juste de prendre de meilleures décisions, mais n'ont pas forcément envie de remettre en question toutes leurs croyances. Donc, voilà. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de dire à des gens qui s'intéressent au scepticisme, qui viennent du New Age, leur disant, bon, ben, si tu trouves que l'homéopathie te fait du bien, tu peux continuer. De toute façon, c'est pas mauvais pour toi. Et le jour où tu te sentiras prêt, tu pourras consommer du contenu sceptique à propos de l'homéopathie. Mais tu ne te sens pas obligé de prendre tout le package sceptique. Parce que sinon, après, ça fait des dissonances cognitives qui sont beaucoup trop fortes, quoi. Donc, voilà, il manque parfois un peu de diagnostic, on va dire, et de compréhension. Parce qu'on ne part pas tous du même point. Et pour être quelque part, devenir vraiment dans une méthodologie sceptique, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps, et puis on fait des erreurs. Et les erreurs dans la communauté sceptique, on ne les pardonne pas souvent, en fait. Surtout quand elles sont publiques. Voilà. Je ne sais pas Et ce que vous en aussi, pensez. moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai aussi eu des gens qui m'ont livré ce ressenti-là. Et en fait, je me dis aussi, c'est en fait quand on tire, quand on essaie de sortir quelqu'un d'habitude ou de pensée New Age, en fait, on lui prive de quelque chose. Donc, Oui, nous, on devrait avoir quelque chose à offrir en retour. Et du coup, je pense que ce qu'on a à offrir, le seul truc qu'on a à offrir, c'est nous, quoi. C'est notre amitié, nos relations humaines, enfin, genre, ouais, une compréhension, pose des questions, enfin, genre, je sais pas. Ça peut être chouette d'aller boire un verre avec la personne plutôt que de la lâcher comme ça. Tu vois, genre, ouais, faire un peu attention aux gens, quoi. Parce que c'est vrai on les prive d'un truc, quoi, vraiment. ouais. Ouais, moi, je fais attention aussi. Enfin, je ne fais pas toujours très bien, mais oui, surtout en présentiel, des fois, oui, j'ai déjà croisé des gens, notamment une fois, j'ai croisé un anti-vax militant, mais pour lui, c'était la fin. Lui, il pensait qu'on allait tous mourir. Et quand il y a eu la date butoir, voilà, il était venu me voir en mode ah, t'as mal fait de te vacciner, tu vas mourir et tout. Forcément, il a eu une dissonance cognitive, mais il était toujours dans ses croyances New Age, il était aussi avec la biodynamie et compagnie. Et donc, bon, quelque part, j'ai essayé un peu, toi, de le réconforter en mode finalement, est-ce que c'est si grave que ça d'avoir eu tort? Bon, je sais pas. Bon, je l'ai pas fait changer de croyance, hein. Il est toujours anti-vax, hein, mais des fois, on ne se rend pas compte à quel point on fait clairement écrouler des mondes à des gens, vraiment. Donc, des fois, peut-être avoir un peu d'empathie, même si c'est parfois difficile. C'est cool en tout Donc, cas que les ateliers puissent servir de lieu où les gens qui sont un peu extérieurs à la communauté puissent interagir et parler directement avec quelqu'un. Parce que forcément, les conférenciers, on est fort sollicité. Donc, si tu es en dehors de la communauté, on est déjà sollicité beaucoup par les gens qui sont dans la communauté. Alors, La fanbase. ouais, donc du coup, les gens qui sont hors de la communauté, ça m'étonnerait qu'elles puissent venir nous voir. Mais c'est bien que les ateliers servent à ça.
Cool. Ah ouais, je me souviens de ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai que oui, donc moi j'étais à la tronche en live en tant qu'intervenant avec Richard, mon voisin, ce qui est toujours très sympa de discuter avec Richard. Et donc, oui, si les gens veulent regarder, c'est sur la chaîne de la tronche en biais. Et alors, oui, enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Un des seuls petits retours négatifs que j'ai eu, qui est largement mérité, c'est qu'en fait, à un moment, je parlais de la page Facebook, le groupe Facebook Zététique. Et alors, j'ai dit, le groupe Facebook n'est pas modéré. Donc, du coup, enfin, voilà, j'ai eu un contact avec l'équipe de modération du groupe Facebook. Évidemment, je sais bien que la page Facebook, enfin que le groupe Facebook Zététique est en réalité modéré. J'aurais pas dû formuler ça comme ça. J'aurais dû dire un truc du genre la modération fait ce qu'elle peut, mais le groupe est tellement énorme qu'ils sont un peu submergés. Mais bien entendu, enfin, ils se sont sentis un peu abandonnés là sur le coup, ce que je comprends. Enfin, bon, voilà. De toute façon, bon, comme excuse, j'en étais déjà à ma 5 heures de conférence d'affilée à ce moment-là. Mais ceci dit, je ne sais pas si même en étant bien reposé, j'aurais pas fait l'erreur. Il faut que je fasse. Maintenant, si je devais en parler, je sais qu'il faut que je fasse attention à ce point-là. Oui, clairement, le groupe Facebook est modéré. Maintenant, je pense que l'équipe est un peu trop réduite, quoi, et un peu, et vu l'ampleur surtout de la taille du groupe, c'est ça que j'aurais dû dire ce soir-là et que je n'ai pas dit convenablement. Exactement, on s'approche des 40 000. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ça arrive qu'il y ait des sujets où au bout d'un moment, ils disent bon, ok, on ferme les commentaires parce que c'est juste ingérable et je comprends tout à fait. Ouais, c'est clair. Je suis le premier à être convaincu qu'ils font de leur mieux. C'est pas... Voilà, très... Alors, c'était... ouais, merci à tout le monde en tout cas d'être venu. À la prochaine, Mathias. Oui, à la prochaine, merci. Et merci d'avance à celles et ceux qui laisseront des commentaires parce que je suis curieux d'avoir des retours, surtout s'il y en a qui écoutent et qui étaient au REC aussi. Ça nous intéresse. Ciao, ciao, Ludovic. Salut tout le monde. Bye bye, Alice. Qu'elle fait un petit geste de la main pour ceux qui seront en version audio Ciao. pure. J'entends le petit ciao, le petit ciao. C'est vrai qu'en vidéo YouTube, ça va, mais on met quand même toujours encore les épisodes en audio pur. Donc, ouais, donc c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à une prochaine fois, sceptiquement vôtre. Bye bye.